Bienvenue dans ce webinaire sur les vieilles recettes de formateurs, du formateur que je suis. Bienvenue, bienvenue. Comme d'hab, hein, on va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde ait temps d'arriver. Je sais pas, parmi, parmi les personnes qui sont déjà là, heu, si vous pouvez me mettre, si peut-être vous avez, participé à la partie 1 de ce webinaire puisque c'est une partie 2. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, si vous n'avez pas participé à la partie 1, il y a aucun problème. Ce sont des choses, ça se suffit à soi-même. C'est complètement indépendant, même si je referai un petit résumé rapide, de ce qui avait été dit la première fois, pardon. En tout cas, voilà, si vous aviez assisté au premier webinaire, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, il est disponible en replay, évidemment. Et puis, bien sûr, si vous m'entendez pas, merci de ta réponse, Laetitia. Bien sûr, si vous m'entendez pas ou si vous ne voyez pas mon écran, vous êtes censé voir mon écran, n'hésitez pas à me le dire. Vous êtes censé m'entendre et voir l'écran. Voilà. Et oui, hein, c'est une série de webinaires donc sur le thème de comment appliquer, certaines recettes pédagogiques, dans un monde, de la formation qui change, on va dire. Et du coup, à chaque, webinaire, les thèmes sont différents, donc complètement indépendants. Mais il y a une cohérence d'ensemble, c'est sûr. Bah, écoutez, c'est parfait, il est 32, on va démarrer. Donc c'est parti, ce webinaire par, Aino Kufu: «Mes vieilles recettes de formateur sont-elles applicables dans un LMS à l'ère de l'IA?» Et donc c'est, la partie 2, voilà, partie 2. Donc de quoi on parle et qui parle? Alors il y a 2 questions importantes, pour savoir de quoi on va parler, et on va commencer par la deuxième, et qui parle? Donc qui je suis pour pouvoir vous parler de ce sujet-là. Donc voilà, Benjamin Parmentier, 5e G, 36 fautes, 0/20. Mon premier diplôme dans mon parcours professionnel, c'est d'être dyslexique. J'ai 45 ans aujourd'hui, donc j'étais pas forcément identifié comme dyslexique, j'étais passé entre les mailles du filet. Donc j'ai hérité, comme certains connaissent peut-être, de l'étiquette du mec qui fait pas beaucoup d'efforts. Donc je suis un mec qui fait pas beaucoup d'efforts. Je rate un peu ma scolarité, on va dire. Je deviens vendeur de jeux vidéo parce que j'étais geek. Je suis vendeur de jeux vidéo pendant 10 ans, et puis à 30 ans, je me rends compte qu'en fait j'aime bien, transmettre, parler et cetera, et donc je me reconvertis, je retourne à l'école, je fais une reconversion professionnelle pour devenir, formateur, et donc pendant, presque 20 ans, heu, si on arrondit, pendant presque 20 ans, j'ai, formé, des responsables formation, des RH à la qualité, en formation, et des formateurs à la pédagogie. Donc dans des grands groupes, Siemens, Airbus, Saint-Gobain, voilà, ça a été mon activité pendant, une vingtaine d'années. Et puis, récemment, depuis quelques années, donc je suis aussi le directeur de la société, donc Aino Kufu. Et Aino Kufu, voilà ce qu'on fait. On fait de la data, on fait de l'IA, on va chercher des traces d'apprentissage, ce que les gens ont répondu à des quiz ou des choses comme ça, pour les analyser, derrière leur proposer des ressources pédagogiques qu'on a dans notre base de données, et on fait tout ça dans les LMS. Et donc du coup, depuis quelques années, j'ai acquis cette, on va dire, peut-être pas cette expertise, mais en tout cas cette connaissance, du monde des LMS, du e-learning et cetera, et est venue effectivement cette idée qui nous occupe aujourd'hui de, tout ce que j'ai raconté pendant 20 ans sur la qualité en pédagogie, et sur la qualité des formations, comment ça s'applique, comment c'est modifié, son utilisation dans des LMS avec de l'IA, avec du e-learning et cetera et cetera. Heu donc ça nous amène effectivement à cette, 2e question que j'avais au démarrage, de quoi on parle?
Donc on parle de la formation en présentiel, ça veut dire, je veux dire, ce que je faisais moi, c'était de la formation principalement en présentiel et c'était de la formation andragogique. Alors vous connaissez peut-être ce terme, hein, ça veut dire la formation pour adultes en fait, sans rentrer dans les détails. Et du coup, ce que je savais faire pendant 20 ans, donc la formation en présentiel et andragogique, est-ce que ça s'applique dans un LMS? Est-ce que mes bonnes pratiques, est-ce que mes techniques et les méthodes que j'avais, expérimentées pendant, 20 ans, est-ce qu'elles s'appliquent dans ce monde, du LMS? Heu, donc voilà, hein, ça c'était la formation telle que je l'ai pratiquée, je l'ai imaginée pendant longtemps. On fait des activités, on fait des jeux, c'est sympa parce qu'on peut manger des croissants et boire du jus de pomme. Et puis maintenant, bah, il y a ça aussi, voilà, à la fois du e-learning comme on voit, ici et puis à la fois des vidéos. Donc du coup, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est pareil? Donc dans la catégorie présentielle et ben, on peut mettre, tout ce qui est, bah, cours, les ateliers, les sales growth games. Ça se passe principalement dans une salle de formation. Et puis à l'inverse, au niveau, du distanciel, bah, on a ces 2 grandes catégories, le synchrone bien sûr, hein, visio, chat et cetera, qui sont une sorte de présentiel, à distance quoi. Et puis donc le asynchrone, les e-learning, les podcasts, et tout ça se passe évidemment sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc la dernière fois, on avait vu, alors je vous envoie à aller voir le replay du webinaire. On avait vu, les grandes règles pour réussir une formation, donc on avait échangé sur ces choses-là. Donc voilà, je passe tout ça très rapidement. J'aurais dû les enlever. Tac, tac, tac. Et puis après, on avait parlé des objectifs pédagogiques et on avait vu comment l'objectif pédagogique est modifié, adapté, doit s'adapter au LMS, et cetera. Les bonnes pratiques d'objectifs pédagogiques, comment elles s'adaptent dans tout ce milieu-là. Et du coup, ça nous amène, heu, à aujourd'hui. Ça, je m'en fous. Tac, tac, tac. Voilà, on y est. Donc le thème d'aujourd'hui, un des 2 thèmes d'aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il y aura 2 thèmes. Il y aura ce chapitre 3 qui est les grandes règles de la mémorisation, hein. Qu'est-ce qui fait qu'une personne retient ou ne retient pas une formation? Donc on va regarder cet aspect-là et le deuxième thème qui viendra après, ce sera, les méthodes pédagogiques. Les différentes méthodes pédagogiques, avantages, inconvénients, comment elles s'appliquent, au sein d'un LMS. Donc voilà nos thèmes. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. J'essaye d'avoir le chat en, alors je ne sais pas si ça se met très bien à jour et cetera, mais j'essaye d'avoir le chat en visuel comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement, ça peut être potentiellement plus interactif. Et si je les vois pas en cours de route, ben, j'y répondrai évidemment à la fin du webinaire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on mémorise ou pas? Donc, encore une fois, à l'époque, voilà ce que je présentais. Je présentais les grandes règles pour mémoriser, donc aux formateurs que j'avais en formation et je leur disais: «Première chose, la répétition est indispensable». Attendez, je vais tous vous les mettre, ce sera peut-être plus simple. Voilà, tac, tac, voilà. Première règle, la répétition est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est connu de tout le monde, la pédagogie, c'est de la répétition. Il faut répéter, répéter, répéter pour que quelqu'un puisse enregistrer, quoi que ce soit. Hem, c'est un élément connu de tout le monde, mais c'est un élément sur lequel on n'insiste jamais assez. C'est-à-dire à quel point on ne retient rien si ça n'a pas été répété plein de fois. Notre cerveau lui-même ne retient rien si ça n'a pas été répété plein de fois. Et vous voyez que dans mon petit schéma, il y a 3 flèches, parce que l'idée, c'est de dire: «Oui, il y a un espèce de chiffre clé qui est connu par la pédagogie depuis longtemps», c'est cette notion de, heu heu, 3 fois, c'est un peu le chiffre magique. C'est pas évidemment un peu, excessif, mais si une chose a été répétée 3 fois, on a des chances de s'en souvenir. Heu, je me souviens dans ma scolarité compliquée, j'avais quand même appris à faire des dissertations et à l'époque, les professeurs de français, m'avaient expliqué, donc quand vous faites une dissertation, dans l'introduction, vous dites, ce que vous allez dire, dans le développement, vous le dites et dans la conclusion, vous dites ce que vous venez de dire. Alors moi, ça m'avait scandalisé à l'époque. Qui a le temps de faire ça? Sûrement pas moi.
En fait, ça a du sens, bien sûr, je le comprends maintenant. C'est cette idée de l'idée clé, ce qu'on veut vraiment que les gens retiennent. On l'a dit plusieurs fois, on l'a répété plusieurs fois pour que ça s'inscrive en eux. Donc c'est cette idée du 3 fois. Ensuite, on a cette idée, laisser le temps au cerveau d'intégrer. Hem, c'est bien gentil de répéter, mais si on répète 3 fois de suite, ça sert en fait pas à grand chose. La clé de l'affaire, c'est de, que cette répétition soit espacée dans le temps, d'accord? Donc ça aussi, il y a un espèce de truc clé qui est donné souvent, c'est le jour même, le lendemain et une semaine après. Le jour même, le lendemain et une semaine après. Si c'est répété de cette manière-là, il y a une chance qu'on arrive à retenir. Ou vous connaissez peut-être, hein, pareil, ça avait fait beaucoup parler, cette expérience qui avait été menée, sur des étudiants, où on leur donnait 4 heures 4 heures pour, réviser pour un examen. Et une partie de ces étudiants, on leur disait: «Vous révisez 1 heure 4 semaines avant, 1 heure 3 semaines avant, 1 heure 2 semaines avant, 1 heure 1 semaine avant et après vous passez l'examen». Et la deuxième population d'étudiants, on leur disait: «Vous révisez 4 heures la veille au soir». Faites un grudge de révision, d'accord. 4 heures la veille au soir. Et là, les résultats sont intéressants parce que à l'examen, les résultats de ces 2 groupes, sont les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui ont révisé 1 heure, puis 1 heure, puis 1 heure, espacés pendant un mois, ont les mêmes résultats à l'examen que ceux qui ont révisé 4 heures la veille. Donc déjà, c'est intéressant parce que peut-être que ceux qui ont révisé en 4 fois, ils ont un peu moins souffert que ceux qui ont révisé 4 heures la veille au soir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand vous refaites faire un test à cette même population 2 mois plus tard, bah là, vous vous en doutez, ceux qui avaient révisé 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, eh ben, ils avaient encore quelque chose. Évidemment, les résultats étaient quand même moins bons, mais ils avaient quand même quelque chose. Alors que ceux qui avaient fait l'espèce de crunch de 4 heures avant l'examen, il y avait plus rien. Il y a plus rien. La répétition doit se présenter sous différentes formes, sinon les adultes risquent de s'ennuyer, de se sentir traités comme des enfants, nous dit Pessia. Oui, oui, tout à fait. Heu et on va pas en parler juste après, justement. Tu as tout à fait raison. Et c'est effectivement ce point qui arrive, donner de la variété et de la complémentarité. Bah, voilà, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est très ennuyeux la répétition, c'est très ennuyeux. On n'aime pas forcément ça, le cerveau n'aime pas ça. Donc il faut essayer de donner de la variété, de la complémentarité pour que tout ça enfin de la variété pour que tout ça se soit plus agréable et plus sympa. Et en plus, cette variété permet au cerveau d'avoir plus de chances d'accrocher. C'est ça qui est fort. C'est que, bah, plus vous donnez de la variété dans les types de sources, les manières de faire et donc on verra après un peu comment on peut les LMS aujourd'hui peuvent nous aider à faire cette variété. Plus vous avez de chances que le cerveau de la personne arrive à accrocher à quelque chose. Donc c'est doublement intéressant. Évidemment, ça demande des efforts. Hem Une chose qu'on peut, expliquer aussi, hein, c'est que tout ce qu'on vient de dire là, notamment cette affaire de répétition et de laisser le temps au cerveau d'intégrer, tout ça, ça a vraiment du sens quand on voit la biologie, la physiologie de notre cerveau. Ah, vous le savez forcément, notre cerveau, c'est des neurones. Ces neurones, ils sont connectés les uns aux autres, par des câbles, hein, qui s'appellent des dendrites et des axiomes. Les dendrites, c'est les câbles récepteurs, on va dire pour simplifier, les axiomes, les câbles émetteurs. Entre ces 2 câbles, il y a la fameuse synapse qui permet la connexion et tout ça, c'est des pelotes de laine d'une incroyable complexité. Il y en a partout et ces câbles, les dendrites et les axiomes, bah, ils ont une physicalité réelle, ils existent, ils sont biologiquement réels et à chaque fois que vous devez apprendre quelque chose de nouveau, c'est des centaines, des milliers de câbles différents qui doivent être retirés. Et encore une fois, ces câbles, c'est très, très fin, bien sûr, mais pas si fin que ça. Un axiome, c'est de je crois que j'espère que je dis pas une énorme bêtise, mais c'est 10 fois plus fin qu'un cheveu. 10 fois plus fin qu'un cheveu. C'est-à-dire c'est très, très fin, mais encore une fois, ça a une existence réelle et du coup, donc tout ça, bah, il faut le construire et le cerveau ne le construira que si on lui en donne des bonnes raisons et ces bonnes raisons, c'est le fait que ça revienne, c'est la répétition et
Et si on en vient à cette affaire de donner de la variété et de la complémentarité, bah là, c'est aussi en lien avec tout ce câblage. C'est qu'en fait, le cerveau a besoin de comprendre où il doit connecter ce nouveau câblage à l'intérieur de notre tête. Et ça, c'est en lui donnant de la variété qu'il arrive à se dire: «Ah oui, tiens, ça se connecte là, ça se connecte là, ça se connecte là». Voilà. Et dernier point, je vais aller peut-être un peu plus vite sur ce dernier point. 25 minutes par séquence, ça aussi c'est très connu, mais très dur à appliquer. La réalité, c'est que le cerveau humain, au bout de 25 minutes, il commence à déconnecter. Il est moins performant. La réalité de la concentration d'un cerveau humain, c'est, enfin dire sa concentration maximum, c'est 25 minutes. Donc normalement, il ne faudrait jamais, ce que je vais pas faire aujourd'hui, il ne faudrait jamais parler plus de 25 minutes sur un sujet, ou alors avoir un changement de rythme, raconter une anecdote, et cetera, qui permet un peu de souffler et de raccrocher à l'affaire. Et ça aussi, on verra que pour le coup, c'est quelque chose sur lequel, les LMS vont pouvoir potentiellement, si c'est bien fait, beaucoup nous aider. Donc la conclusion de tout ça, bah, c'est que, une formation idéale, c'est quelque chose où, on revient plusieurs fois sur les mêmes sujets, mais d'une manière légèrement différente, espacée dans le temps. Donc la conclusion immédiate, c'est OK, mais plus facile à dire qu'à faire. Notamment à l'époque où toutes les formations étaient des longues journées de présentiel de 8 heures. Mais j'y reviendrai. Donc bah, maintenant, on va prendre chacune de ces règles, et on va voir comment, les LMS, le e-learning, les visios et compagnie, peuvent être des problèmes ou au contraire nous aider à essayer de respecter, ces règles de la mémorisation. Donc d'abord, la répétition et la répétition espacée dans le temps. Qu'est-ce qui arrive? Le petit oiseau de Duolingo, s'il y en a qui l'avaient pas reconnu. Donc Duolingo, hein, cette application pour apprendre les langues, bah, fait ça extrêmement bien, hein, avec tous ces systèmes de gamification, et cetera. Elle nous pousse en permanence à relancer l'application, à y retourner tous les jours de manière régulière. Elle revient sur les thèmes. À ce niveau-là, hein, quoi qu'on puisse penser de Duolingo, c'est un exemple de réussite, beaucoup basé sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, elle provoque cette répétition et elle provoque cet espacement, dans le temps. Donc, plus sérieusement, hein, évidemment que toutes les nouvelles technologies nous donnent beaucoup d'outils, pour respecter, ce besoin de répétition et d'espacement dans le temps. Parce qu'il y a le micro-learning, donc vous savez, ce côté, faire des de découper, la formation, en tout petits bouts pour vraiment pouvoir s'y concentrer et revenir dessus. Il est tout le temps sur notre ordinateur quand on est au bureau, potentiellement le e-learning. Il peut être dans notre poche sur notre téléphone, encore une fois comme Duolingo. Et puis, finement paramétrable, c'est-à-dire que, heu, on peut construire un parcours de formation exactement adapté aux besoins, de la personne à chaque étape. Donc, en tout cas, les outils sont puissants, pour nous aider à faire cette répétition et cet espacement dans le temps. Ça marche aussi avec le blended learning, donc peut-être explication de terme, hein. Blended learning, c'est évidemment cette idée de mélanger le présentiel traditionnel en salle, avec tout son côté sympa et ses avantages, avec du e-learning. Donc évidemment que ça aussi, si c'est bien fait, ouais, c'est compliqué à bien faire, hein, mais si c'est bien fait, c'est très efficace parce qu'on a les avantages du présentiel, des interactions, de l'échange avec le professeur ou le formateur, et en même temps, bah, derrière, on peut faire des rappels sur le téléphone, on peut leur envoyer des petits trucs pour les relancer sur ce qu'ils ont vu la veille au soir, et cetera, et cetera. Donc c'est, encore une fois, quand c'est bien construit, ça peut être, idéal. Je continue. Notre affaire de donc donner de la variété, de la complémentarité, pour effectivement qu'on ne s'ennuie pas et on n'ait pas l'impression d'être pris pour des enfants. Là, en fait, j'ai envie de dire, hem, le problème sur le numérique, sur le LL dans les LMS est le même que j'avais déjà à l'époque en présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, en présentiel, on pouvait faire des tonnes de choses autres et plus intéressantes que simplement présenter un PowerPoint. Et pourtant, l'immense majorité des formateurs présentaient des PowerPoint. Et ben là, pour le LMS, c'est un peu la même chose. On peut faire des tonnes d'autres choses très intéressantes, que simplement, downloader un PDF.
on va dire en étant très méchant. Mais pourtant, c'est encore très souvent, le download de PDF. Donc ça veut dire de toute évidence qu'il faut avoir la compétence, mais surtout le temps, pour aller utiliser toutes ces nouvelles méthodes. Toutes ces autres méthodes, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes nouvelles. Voilà quelques-unes. Vous voyez qu'il y a de la VR, il y a des formats, pour ceux qui utilisent Moodle ou Totara, des formats H5P, très intéressants. Il y a des trucs, voilà, un peu interactifs, marrants, créés avec, ici Geniali. Évidemment, il y a des vidéos, évidemment, là, vous avez un espèce de jeu de code, adressé sûrement plus aux geeks ou aux enfants, mais enfin, voilà, il y a plein de choses, qui peuvent exister, qui peuvent être intéressants, qui peuvent être variés. Encore une fois, encore faut-il être capable d'aller les chercher, toutes ces choses-là. Et en je m'attarde pas du tout sur la question parce que le point d'après qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement sur les méthodes pédagogiques. Donc on regardera plus en détail toutes ces méthodes, avantages, inconvénients, et cetera. Hem, Petit mot bien sûr sur l'IA générative, hein. Aujourd'hui, vous le savez, il est très facile de générer des cours ou même de générer des quiz automatiquement, grâce à différents outils. Donc des outils, comme ceux de nos amis de EdTech, ou de Knowledge ou des choses comme ça, où de plus en plus c'est intégré dans les plateformes. Heu, donc ça c'est super parce que ça peut faire gagner du temps, hein, si c'est qualitatif et que si c'est bien fait, toujours à vérifier bien sûr. Heu Mais on est un peu devant le même problème, en fait. C'est-à-dire que si ça permet simplement de créer encore plus de cours, juste à suivre bêtement, bah, c'est moins intéressant. Il faut s'en servir pour créer de la variété et pas pour, au contraire, créer des volumes infinis de PDF et de PowerPoint. Mais là aussi, j'y reviendrai quand on arrivera sur les méthodes pédagogiques, juste après. Petit mot sur ce qu'on appelle l'adaptative learning. Donc, vous savez, l'adaptative learning, c'est un rêve qui a toujours eu, dans le milieu enfin toujours, depuis que la technologie existe, on va dire, il y a ce rêve d'adapter automatiquement l'apprentissage. Ça veut dire cette idée qu'on aurait des cours qui s'adapteraient à la personne automatiquement parce que dedans, il y aurait, des programmes à l'époque ou de l'IA maintenant et cetera. Bah, c'est sûr que, très clairement maintenant on s'en approche, hein, cette idée donc de créer de la répétition et de créer de la variété, un peu automatiquement et en plus adapté exactement aux besoins de la personne, bah, c'est quelque chose qui devient possible. Alors je vous donne un simple exemple que nous on utilise dans nos plateformes et qu'on appelle le smart feedback. En gros, on va collecter, alors bon, je ne sais pas si les screenshots parlent beaucoup, mais l'idée c'est que dans notre système, on va collecter les traces que laisse une personne en faisant sa formation. Par exemple, elle répond à des quiz, ou elle fait un petit texte et cetera. Derrière, nous, on analyse, le résultat de ce quiz, on identifie sur quoi elle a eu des fautes et à partir de là, on va envoyer, ça sur une IA qui va, dans un premier temps, faire un petit feedback à la personne en lui disant: «Bah, je vois que tu as bien compris ça, je vois que tu as bien compris cet aspect-là, je vois que celui-là, peut-être, il faudrait que tu le travailles». Et derrière, ça va aller chercher dans une de nos bases de données, ici des vidéos ou des articles ou des podcasts qui vont lui permettre d'approfondir le sujet, sur lequel il avait eu des difficultés. Donc évidemment, l'avantage de ça, c'est s'il y a pas besoin de répétition parce que la personne maîtrise, bah, il y a pas de répétition et si on sent qu'elle en a besoin et ben, on peut lui envoyer, on peut lui pousser, quelques sujets, en plus. On en vient à cette affaire des 25 minutes. Donc bah ça, je pense que vous allez me voir venir, ça a toujours été un problème, à l'époque du présentiel. Tiffen dit: «Les vidéos sont choisies par vos soins ou sont scrapées sur internet?» C'est notre IA qui, choisit une vidéo, dans notre base de données de vidéos. C'est-à-dire qu'on a effectivement des outils de scrapping et cetera qui vont chercher différentes vidéos, qui les analysent pour voir si la pédagogie est bonne et si le sujet est adapté. Et puis derrière, c'est dans cette base de données de vidéos. Il peut aussi y avoir des notations humaines, hein, de ces vidéos. C'est dans ce pool de vidéos que l'IA va chercher, effectivement. Donc c'est scrappé sur internet au début, mais ensuite c'est dans une base de données qui est à nous et dans lequel on s'est assuré de la qualité, on va dire.
Hem, oui, donc les difficultés du présentiel ont toujours été les journées de 8 heures. Moi, typiquement, dans ma vie de formateur d'avant, de formateur en présentiel, un de mes grands ennemis, c'était la journée de 8 heures. C'était pour moi une folie de devoir intéresser des des gens qui avaient autre chose à faire, des managers ou des formateurs à tenir 8 heures, à trouver les sujets, à trouver les jeux, les activités pour tenir 8 heures, c'était toujours très compliqué. On y arrivait, hein, on trouvait des solutions, on faisait des jeux pédagogiques, on revenait sur les sujets, on trouvait des rythmes un petit peu, différents, des temps d'échange et cetera. Enfin je voilà, c'était mon métier, mais c'était toujours très compliqué. Et aujourd'hui, bah, évidemment, avec tout ce qu'on vient de dire avant, il y a moyen de casser un peu tout ça, et de trouver un chemin peut-être plus adapté à nos cerveaux. Encore une fois, hein, c'est pas parce que les outils existent qu'on les utilise bien. Je pense que vous avez bien compris cet aspect-là depuis le début. Donc, oui, je détaille un petit peu, hein. Il y a cette affaire de on peut séquencer plus facilement, on peut découper, et puis voilà quelques exemples, les objectifs quotidiens, la gamification, le storytelling, faire des rendez-vous en visio, mais qui du coup, la visio, la visio quelque part, c'est juste du présentiel dégradé. C'est juste du présentiel en moins bien, sauf que ça permet de faire une visio d'une heure et que ce soit pratique pour tout le monde. Alors que du présentiel, vous êtes un peu obligé de faire les 8 heures, quoi, heu, ou éventuellement des demi-journées. Donc ça peut être quand même un gros, gros avantage de la visio. Et puis voilà, en conclusion, bah, on voit bien que les nouvelles technologies permettent donc du coup de changer le rythme. Avant, on était sur ce système donc de présentiel, puis présentiel, puis présentiel et qui était compliqué. Alors moi, j'essayais de couper, des fois d'essayer si c'était possible avec avec mon client de faire des demi-journées. Si j'avais 2 jours de formation, j'essayais de ne pas les faire de suite, de faire un jour, puis 15 jours après un autre jour ou un mois après un autre jour pour avoir ce côté rappel et cetera, mais c'était complexe. Maintenant, encore une fois, si on le fait bien et si on a les moyens, on peut inventer quelque chose de plus intelligent, quoi. Où il y a ce temps en présentiel où on fait les choses vraiment importantes et où on échange et où il y a tout ce vécu hyper intéressant qui peut se passer en présentiel. Et puis derrière, il y a un petit rappel en e-learning. Et puis derrière, on fait une visio de 2 heures. Et puis après, il y a du micro-learning sur le téléphone, et cetera. Et puis on peut même revenir en présentiel pour se revoir et rééchanger. Voilà, ça peut être extrêmement, pertinent et riche. En tout cas, on a les outils pour construire quelque chose de cool. Voilà, j'ai terminé sur mon chapitre 3, donc sur les règles de la mémorisation et avant de passer, aux méthodes pédagogiques, où je me rends compte qu'il faudrait que j'aille peut-être un peu plus vite, mais bon. Ah donc avant de passer aux méthodes pédagogiques, je vais peut-être attendre de voir s'il y a quelques questions au cas où, avant de changer de sujet. 25 minutes, c'est court car certains ont besoin de 10 minutes pour entrer dans le jeu. Oui, carrément, hein. 25 minutes, c'est vraiment, c'est quand on est à fond dedans déjà, hein. Ça prend pas en compte les temps de préparation, de se mettre dedans, et cetera. Typiquement, un jeu pédagogique, je considérerais pas que le temps optimum est de 25 minutes. Pour pour une méthode affirmative, un discours, c'est plus sur ces super-là et merci, Tiphaine. Allez, je pars sur mon, attendez, peut-être une question qui arrive. Oui, complètement, tu as raison. C'est pour ça que j'arrête pas d'insister sur le fait que quand c'est bien fait et j'aurais dû dire, tu as raison, bien accompagné. Voilà. Heu, la notion de là, c'est sûr que dans mon exemple, en plus, je mets des visios, je mets du e-learning, je mets du téléphone, si les gens sont en difficulté pour utiliser tout ça, bah, évidemment, ça marche pas bien. Donc c'est à dire, il faut les accompagner, donc voilà, je devrais clairement dire, le parcours ce deuxième parcours peut être génial, mais s'il est bien fait et bien accompagné. Allez, je passe à mon chapitre 4, donc les méthodes pédagogiques. Alors, qu'est-ce que je racontais à l'époque dans mes formations de formateurs? Eh ben, je parlais des 5 grandes méthodes pédagogiques. Donc, 1re catégorie de méthodes pédagogiques, les méthodes affirmatives.
Donc, vous voyez, les cours magistraux, les vidéos, les PowerPoint, les explications au tableau comme les professeurs d'autrefois, et puis les les shows. C'est-à-dire, si quelqu'un vient faire un show, pour moi, c'est aussi une méthode affirmative, même si souvent c'est vu comme une autre méthode. Ensuite, on a les méthodes par exercice, donc les QCM, les questionnements, les puzzles, hein, dès qu'on pose des questions aux gens, un peu comme un problème de maths à l'école. Ensuite, on avait les méthodes ludiques, donc dès qu'on fait des jeux, des expériences, des métaphores, donc ce qu'on appelle beaucoup, le serious game, voilà, dès qu'il y a un rapport à l'apprentissage qui passe, voilà, plus par la découverte, plus par le vécu dans ces expériences pédagogiques. Ensuite, on a voilà, c'est mon terme, je m'en excuse s'il fait un peu enfantin, le presque vrai, et dans cette catégorie, je mettais, voilà, tout ce qui est, simulation, réalité virtuelle, jeu de rôle, étude de cas, hein. Donc typiquement, c'est, si vous, hem, si vous faites un jeu de rôle, de recadrage, hein, avec quelqu'un qui joue le rôle de la personne recadrée et l'autre qui joue le rôle, du manager, c'est un presque vrai. Si vous devez faire un exercice sur un logiciel Excel, sur un ordinateur avec Excel, c'est aussi, du presque vrai, pour moi, d'accord? Puisque c'est cette notion de, les conditions sont pratiquement réelles. Et le presque est là pour bien rappeler que ce n'est pas exactement la même chose, hein, évidemment. Même faire une simulation de conduite de chariot élévateur dans un simulateur de chariot élévateur, c'est pas la même chose que conduire le vrai chariot élévateur. Et même si vous êtes sur un plateau d'entraînement pour passer votre permis, chariot élévateur, ça n'est pas la même chose que conduire le chariot élévateur dans le cadre de votre entreprise. Donc c'est toujours presque vrai. Voilà, d'où vient le terme. Et les dernières, c'est les méthodes de partage, les échanges, les discussions, les témoignages. Dès qu'en fait l'apprentissage ne vient pas par le fait de donner une vérité qu'un formateur donne, mais par, la discussion, l'échange entre les participants. Hein, typiquement, dans une formation management, si vous leur permettez un peu de discuter, c'est quelque chose que je faisais autour des bonheurs et des galères du rôle du manager, et que dans un même groupe, vous avez un directeur de région et un manager de premier niveau, bah, l'échange qu'ils vont avoir, découverte de ce qui est pareil, de ce qui est pas pareil, ils vont apprendre beaucoup de choses par là, mais ce sera, un partage, une di voilà, une découverte entre eux et pas donnée par un formateur, et souvent ça a plus de puissance. Donc voilà, maintenant on va regarder, chacune de ces, méthodes, et à chaque fois, qu'est-ce que moi j'identifiais comme avantage et inconvénient, et du coup qu'est-ce qu'on peut en dire dans le monde, du LMS? Déjà une petite, précision, c'est qu'évidemment dans le LMS on parle de 2 choses très différentes. On parle du e-learning, toutes les formes de e-learning, et là on va clairement pouvoir dire que c'est très différent du présentiel. Donc on va essayer de voir quelles conclusions on peut en tirer. Et ensuite, on a les visioconférences, et là, est-ce que c'est pas juste moins bien? Est-ce qu'en fait, quand on parle de toutes ces méthodes en visioconférence, est-ce que c'est pas la même chose qu'en présentiel, mais juste en un peu moins bien? Voilà, je pense, à part quelques cas particuliers, pour l'avoir vécu, hein, un peu comme tout le monde à la période du covid. Heu, c'est compliqué. On va regarder ça. Donc d'abord les méthodes affirmatives. Donc là, a priori, c'est là où on va avoir le moins de choses à dire. Qu'est-ce que je disais sur les méthodes affirmatives? Bah, elles sont top parce que le savoir y est, très bien organisé. Donc ça, c'est super. C'est carré, c'est propre, c'est bien dans l'ordre, tout y est bien organisé. Par contre, attention, il faut que ce soit très court, hein, moins de 25 minutes, vous vous souvenez? Sinon ça sert à rien. Un PowerPoint de 3 heures, tout le monde déteste ça, c'est inefficace au possible, on le sait tous. Je disais que les méthodes affirmatives étaient traîtres et illusoires. Ça veut dire que, on est dans l'illusion de la communication avec les méthodes affirmatives. C'est-à-dire qu'à la fin, le professeur qui a fait son explication, il est sûr d'avoir été très clair. Les élèves qui ont écouté la présentation, ils sont sûrs d'avoir très bien compris. Et puis si on fait un test, bah non, personne n'a rien compris, c'est une catastrophe. Donc c'est en ça que c'est traître et illusoire. Et de toute façon, il y a pas d'indicateur, pas de contrôle, pas de garantie.
Hein, si vous utilisez une méthode affirmative en elle-même, vous ne savez pas où en sont vos apprenants. Vous présentez une vidéo YouTube de très grande qualité, une super vidéo YouTube, bah, vous n'avez aucune idée de quels sont les messages qui sont passés, de si les personnes ont compris, pas compris, si c'est mémorisé, pas mémorisé. Il y a pas d'indicateur dans les méthodes affirmatives. Donc c'est évidemment un problème. Alors donc du coup, quelles sont les méthodes affirmatives qu'on a dans un LMS? Et ben évidemment, bah, des vidéos, des textes à lire et des e-learning, on va dire un peu plus construits, mais qui restent quand même majoritairement des textes à lire. D'accord. Donc est-ce qu'on a quelque chose à raconter là-dessus? Et ben, à vrai dire, pas grand-chose. En fait, regarder une vidéo, c'est pas tellement différent de, écouter un prof parler. Lire un texte, c'est pas tellement différent de quand en présentiel, on donnait un document à lire aux apprenants. Sauf qu'évidemment, c'est encore plus dangereux puisque là, l'apprenant n'a même pas la possibilité de dire: «Excusez-moi, j'ai pas compris». Je suis pas sûr qu'il le faisait beaucoup, hein, que les choses soient claires. Mais en tout cas, là, il a même pas la possibilité de le faire. Donc en gros, tout ce qui est marqué ici, donc le positif comme le négatif reste, très, très clair. Ce qui veut dire la conclusion, principale, c'est: on ne peut pas avoir que de l'affirmatif. Est-ce que les salles séparées aident les petits groupes à mieux se concentrer selon vous? Heu, En réponse, courte, oui, forcément, parce qu'en étant moins nombreux, on se sent moins noyé dans la masse et donc plus concerné par ce qui arrive et c'est vrai en présentiel comme, si on divise les salles dans une visioconférence, très clairement. De la même manière que si dans une visio vous imposez, le fait de brancher la caméra et le son, bah, évidemment les gens vont se sentir plus concernés que s'ils peuvent juste, écouter votre visio comme si c'était une vidéo YouTube. Donc ça, c'est pour les méthodes affirmatives et encore une fois, les conclusions principales à en tirer, hein, c'est la notion de elles peuvent pas être toutes seules. Parce qu'on n'a pas d'indicateur, parce qu'on n'a pas de contrôle, parce qu'on n'a pas de garantie, on ne peut pas savoir quelle est la réelle efficacité. Donc les méthodes par exercice, qu'est-ce que je disais dessus? Bah déjà, elles sont meilleures parce que le cerveau des participants est actif, il fait quelque chose. Du coup, la simulation est meilleure, on apprend mieux, ça a été moult fois prouvé, hein. On apprend mieux quand on est, en en pré en, pardon, quand notre cerveau est actif, excusez-moi. Alors les participants doivent le faire vraiment. Ça, c'est intéressant parce que c'était quelque chose que je disais à mes formateurs, pour juste qu'ils fassent bien attention de, ne pas croire qu'ils faisaient un exercice s'ils posaient une question dans leur discours. Vous voyez, ils parlent, ils posent sa question. Pour moi, c'est pas un exercice parce que les gens n'y réfléchissent pas forcément, ils attendent juste que quelqu'un d'autre donne la réponse, vous voyez? Bah, ici, du coup, on a moins ce problème parce que quand il y a un exercice dans du e-learning, les gens sont bien un peu obligés de le faire. Sauf si malheureusement le LMS laisse faire next, 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 next sans même répondre à la question. Donc c'est quelque chose à surveiller. Ne pas oublier que les exercices, c'est quand même souvent de la théorie, hein. On vérifie la théorie, mais on est reste sur la théorie, c'est pas encore de l'opérationnel, c'est pas encore de la pratique. Et puis évidemment, quand on fait des exercices, les gens peuvent se tromper et donc il y a un risque de retenir une erreur. D'ailleurs, ça me fait penser que peut-être il y a une vérification, un détail important que j'ai pas donné. Quand on parle de méthode par exercice, on parle bien d'une méthode, d'un exercice sous forme de méthode pédagogique pour apprendre quelque chose. On n'est pas en train de parler d'une évaluation. Là, on ne parle pas de le cours a été appris ou est censé avoir été appris et derrière on fait un exercice pour vérifier qu'ils l'ont bien appris. Non, non, là on parle d'un exercice qui les aide à apprendre. Quand l'exercice d'une certaine manière arrive avant. Donc qu'est-ce qu'on a comme type d'exercice dans le LMS? Eh ben bien sûr, tout plein de, voilà, H5P, Geniali et cetera, qui nous permettent de faire des quiz, des trucs un peu marrants où on bouge des images, des frises chronologiques et cetera et cetera. Et bien les règles qu'on avait définies ici, restent vraies, hein. Ce elles nous Le système nous aide beaucoup sur cette affaire de les participants doivent le faire vraiment, mais sinon tout le reste valide. On passe aux méthodes ludiques. Donc les méthodes ludiques, en présentiel, c'était surtout donc du coup ce qu'on appelle des serious games.
hein, donc c'est-à-dire ces moments où on organise des jeux, où on fait des activités tous ensemble dans la salle et cetera. Donc ça, évidemment, ça va être très différent. Donc l'avantage de la méthode ludique, c'est qu'elle permet les prises de conscience. Comme on est dans le cadre du jeu, notre cerveau, fonctionne un peu différemment, se relâche un petit peu et du coup, on peut réaliser certaines choses, qu'on n'aurait pas réalisées autrement. Hem, je vais vous donner un exemple très vite. J'utilisais beaucoup un jeu pédagogique qui s'appelle Les Rouges et les Verts, et dans ce jeu pédagogique, le but, c'est de faire comprendre aux gens que nos fonctionnements de compétition dans notre cerveau, notre besoin de compétition dans notre cerveau s'active plus facilement que notre besoin de coopération. Hein, le jeu fait comprendre ça, que on est instinctivement des compétiteurs plutôt que des coopérateurs. Or, si on avait voulu dire ça aux gens: «Est-ce que toi, tu es plutôt coopératif ou plutôt compétitif?» «Ah bah non, je suis coopératif». Il y a pas de prise de conscience qui aurait pu se faire, d'accord? Donc c'est à ça que ça sert principalement. Donc permet de remettre en cause les habitudes, hein, même explication, hein. C'est comme le jeu nous met dans un cadre différent, on va pouvoir regarder un peu comment on fonctionne, se dire: «Tiens, c'est bizarre, pourquoi je fais comme ça?» et cetera. Il y a des et le jeu est un vernis qui permet de faire sortir des choses qui seraient pas sorties autrement. Je disais que c'était fun et que c'était important, hein. Rappelez-vous, la journée de 8 heures, avoir des moments où on décompresse, où on s'amuse ensemble, c'est hyper important. Je disais qu'il fallait faire attention de rester concentré sur l'OP, c'est-à-dire l'objectif pédagogique, d'accord? Parce que forcément, vu qu'on s'amuse, vu que c'est un jeu, si c'est bien fait en plus, bah, peut-être on peut un peu dériver, hein. Ça s'appelle parfois la dérive ludique. Il peut y avoir une dérive ludique, donc attention à la dérive ludique. Restez quand même sur le pourquoi on fait ce jeu et qu'est-ce qu'il est censé apprendre aux gens, quoi. Et contrôle partiel sur les conclusions, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que, bah, les gens, par rapport au vécu qu'ils ont eu dans le jeu, ils en tirent leurs propres conclusions. Hein, vous voulez leur faire comprendre que communiquer, c'est difficile et puis malheureusement, il y a quelqu'un qui en a conclu que, bah, c'est les autres qui communiquent très, très mal, hein. Vraiment, ils sont nuls, hein. Donc voilà, il y a ce risque quand même que, la conclusion ne soit pas celle qu'on attend. Donc, en quoi est-ce différent dans LMS? Bah, ça va être quand même pas mal différent. Heu Je vais vous afficher tout ça. Parce que je vais expliquer cette petite phrase en vers. Attention à ne pas confondre le jeu avec la gamification. En fait, des jeux, vraiment des jeux pour apprendre dans les LMS aujourd'hui, allez, je me mouille, il y en a pas. Il y en a pas en réalité. En réalité, ce qu'on a maintenant dans les LMS et dans les activités, entre guillemets pour d'apprentissage professionnel, c'est ce qu'on appelle la gamification. C'est-à-dire utiliser les systèmes du jeu, comme les points d'expérience, comme les badges, comme les récompenses, comme les succès, comme les montées de niveau pour rendre, les activités plus ludiques et intéressantes. D'accord? Donc c'est cool, c'est très, très bien, j'adore la gamification, hein, encore une fois, c'est ce que fait Duolingo très, très bien, mais ce n'est pas pour autant un jeu qui permet d'apprendre. D'accord? Donc des jeux qui permettent d'apprendre, pour moi, aujourd'hui, dans le monde des LMS, professionnels, il y en a, pour ainsi dire, pas. Et donc je vous donne 2 exemples ici avec mes deux petits screenshots. Là, vous avez le jeu vidéo Civilization. Peut-être certains connaissent. C'est 100 un jeu vidéo, hein. On construit son peuple, on le fait évoluer de l'âge de pierre, jusqu'à créer qu'il aille dans l'espace et cetera. C'est vraiment un jeu vidéo. Par contre, il est extrêmement, éducatif parce que vous apprenez les civilisations, vous apprenez leurs interactions entre elles, vous apprenez le type de technologie, à quel moment elle est arrivée, vous apprenez que, la roue n'a été possible que parce que vous aviez appris ça, pourquoi les greniers ont été une invention super importante dans l'évolution de l'humanité et cetera. Donc vous apprenez des tas de trucs, mais c'est vraiment intégré dans un jeu complet. Et donc, c'est super, hein, je vous enjoins de jouer ce jeu pour apprendre des trucs sur, l'évolution de l'humanité, c'est passionnant. Et je vous ai mis un autre exemple qui est ici. Alors c'est un petit jeu sur téléphone, qui s'appelle Mini Métro et où en gros vous êtes censé gérer les flux de voyageurs dans les métros des différentes villes. Alors lui aussi, vous c'est un jeu complètement, on est là pour s'amuser, mais, il vous apprend des choses. Il vous apprend des choses parce que,
bah, vous comprenez pourquoi les métros de Londres ou les métros de Paris ont été construits comme ça. Vous comprenez pourquoi c'est compliqué, il faut des hubs, d'échange de voyageurs. Vous comprenez pourquoi il y a des afflux à des moments et cetera. Donc ça fait comprendre des choses sur sur comment fonctionnent les foules, ça fait comprendre des enfin bref, je m'arrête là. Donc extrêmement intéressant, mais encore une fois, c'est un jeu et la ma conclusion qui est ici, c'est que, bah, voilà, les vrais jeux pédagogiques, dans les LMS, c'est un peu inaccessible, hein, ou alors c'est des très grands projets qui ont été montés pour des raisons très spécifiques, à différents moments. Alors qu'en présentiel, hein, ça se fait encore assez bien. Il y a des jeux pédagogiques qui existent, qui peuvent être animés en 1 ou 2 heures et qui font des résultats super. Beaucoup de ces jeux, par contre, demandent des interactions un peu complexes entre les gens qui sont difficiles à simuler dans une visio. Donc voilà, compliqué. Les vraies méthodes ludiques, encore une fois, pas la gamification, qui est quelque chose de très bien et qu'il faut utiliser, je pense, mais qui n'est pas une méthode ludique, difficilement accessible au sein des LMS aujourd'hui. Je serais très heureux de voir des exemples d'utilisation comme ça, mais en tout cas, moi, j'en connais peu. On arrive à notre avant-dernière méthode, et je vois qu'il faut que je me dépêche un peu. Donc, les méthodes presque vraies. Donc, donc encore une fois, hein, les jeux de rôle, les simulateurs, les entraînements sur un parcours, de pilotage, les exercices sur un tableur Excel, vraiment sur un tableur Excel et cetera. Donc très peu de décalage avec le réel, donc évidemment, c'est intéressant que ce soit presque ce qu'on veut que la personne fasse. Font de très bonnes évaluations de l'objectif pédagogique, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la personne réussit la méthode, presque vous l'avez déjà évaluée, parce que si elle arrive à avoir une bonne gestion du recadrage de son collaborateur, bah, ça veut dire qu'elle sera capable de le faire en vrai. Risque de retrouver les mauvais comportements. Ça peut être très embêtant, hein, c'est-à-dire que la personne va faire comme d'habitude et on va avoir du mal derrière à la faire changer, hein. Typiquement, vous voulez apprendre les bonnes pratiques de conduite de chariot à quelqu'un, lui, il va conduire son chariot, comme un foufou, comme il fait d'habitude. À la fin, vous allez dire: «Bah, tu vois, tu as pas fait comme il faut». Je fais: «Bah, ouais, je fais toujours comme ça et puis regarde, j'ai eu un accident». «J'ai pas eu d'accident, donc pas de problème». Ah, problème. Donc l'échec qui est plus grave. Alors pourquoi l'échec qui est plus grave? Premièrement parce que, comme on est presque dans une situation réelle, quand on se loupe, on a l'impression qu'on se serait loupé en vrai, donc il peut y avoir une perte de confiance. Donc ça peut être embêtant. Donc à plus contrôler, un peu si vous avez envie que les gens se plantent pour leur faire comprendre quelque chose, vaut mieux utiliser un jeu. Vous voyez la différence? Le jeu, ça permet de se planter parce que c'est pas grave de se planter dans un jeu. Dans un presque vrai, c'est plus compliqué. Et puis l'échec qui est aussi plus grave, parce que de temps en temps, c'est vraiment embêtant, hein, si vous avez fait un vrai échec avec votre chariot élévateur, bah, vous abîmez vraiment votre chariot élévateur, quoi. Donc, comment ça se traduit dans nos LMS? Encore une fois, bah, voilà, exercice sur un tableur Excel, heu, des simulateurs. Alors là, parce que c'est rigolo, on met une super photo d'un simulateur de fou, hein, mais ça peut simplement être, un petit jeu en 3D, enfin pas je devrais pas dire jeu, une activité en 3D, qui simule votre chariot élévateur sur un ordinateur avec, souris clavier, c'est déjà pas mal. Et puis évidemment la VR qui apporte aussi des choses, intéressantes. Il faut vraiment que je change cette photo. J'ai l'impression qu'elle a bu quelque chose cette dame. Les exemples qu'on peut donner, hein, qui sont super, c'est vous savez typiquement, exercice de crise dans une centrale nucléaire. C'est évident que vous ne pouvez faire ça qu'en VR, donc ça peut être top sur ces exemples-là. Donc est-ce que toutes nos conclusions ici, sont les mêmes? Bah, oui, dans l'ensemble, hein, tout ça reste vrai, les règles restent les mêmes. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a que pour les méthodes ludiques en réalité que c'est très différent entre le monde du LMS et le monde du présentiel. Et du coup, dernière méthode, alors les méthodes de partage, bah, ça va aller vite, parce que, de mon point de vue, encore une fois, peut-être que le futur me prouvera que j'ai tort, mais, malheureusement, les méthodes de partage, c'est-à-dire ces moments où on échange avec les gens, dans une salle de formation ou autour d'un repas et cetera. Évidemment, on peut le faire sur des forums, comme vous l'avez ici, et évidemment, on peut le faire en visio et ça peut être bien, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu la même chose en moins bien, quoi. C'est-à-dire qu'entre discuter avec,
avoir un temps d'échange avec le directeur d'établissement, par exemple, heu, autour d'un café, ou au repas de midi ou l'avoir en visio, c'est évidemment pas du tout la même efficacité et la même impact. Heu, oui, ce que je marque ici, hein, il y a pas de présence réelle. Physicalité, bon, le mot est un peu barbare, j'ai vérifié, il existe. Mais c'est-à-dire, on est des animaux, pour échanger vraiment en profondeur avec les gens, on a besoin entre guillemets que le corps soit là, quoi, que de le ressentir. Je sais pas comment le dire, mais je pense que vous comprenez très bien, hein. Et ça, c'est pas le cas en visio et c'est encore moins le cas, sur un forum. La spontanéité aussi, hein, on peut être spontané en visio, mais c'est compliqué parce que le temps que le micro s'allume et puis on se coupe et puis et cetera, c'est faisable, mais c'est beaucoup d'entraînement. Donc malgré tout, qu'est-ce que je disais sur ces méthodes de parsage? Donc elles sont hyper efficaces avec les bonnes personnes. Si vous avez des gens qui échangent, si vous avez quelqu'un qui a une capacité à discuter et cetera, que vous les mettez dans les bonnes conditions, c'est vraiment super. Heu, je disais qu'il faut parler d'expérience et de vécu, pas d'opinion. Hein, évidemment, ce qui a du poids, ce qui est efficace pour échanger, c'est, voilà, je fais ça et cetera. Je vais vous donner un exemple, qui m'avait frappé dans ma jeunesse de formateur. Un jour, je fais venir un directeur régional très haut placé dans une formation management, chez Siemens, heu et le gars, pendant le repas, il explique aux autres managers qui étaient là que lui, il bloquait 4 heures pour chaque entretien individuel qu'il faisait annuel, pour chaque entretien individuel annuel qu'il faisait avec, ses subalternes directs. 4 heures. Les gars en face, ils étaient scotchés. Ça et cette simple information, donc qui est une formation d'une expérience, de vécu, elle est infiniment plus forte que tout ce que moi j'aurais pu raconter sur l'importance de faire un entretien individuel annuel, sur la nécessité de le faire avec ses collaborateurs quand on est manager, et cetera. Le simple fait que ce gars-là, reconnu comme étant efficace, comme étant performant dans l'entreprise, disait: «Moi, je bloque 4 heures», bah, ça avait toute son importance et tout son impact. Oui, Pessia dit: «La connexion est la meilleure excuse pour disparaître vite, vite». Bah oui, en plus, c'est ça, c'est trop facile d'esquiver malheureusement, hein, avec la visio, tu as raison. Donc voilà, on doit parler d'expérience et pas de vécu. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire, c'est cette affaire de, on n'est pas là pour échanger nos idées, on est là pour échanger sur ce qu'on vit et c'est ça qui a de la force. Donc c'est pareil, le pilote de ça doit être capable de pousser les gens dans cette direction-là. Donc risque de dérive vers du négatif inutile, on sait, les gens ont tendance à râler, ont tendance à se plaindre, donc il faut quand même avoir des moments d'échange, donc même si on les organise en visio, où on a cadré un peu le truc pour qu'il y ait de la vérité, donc on puisse se dire ce qui va pas, mais que malgré tout, ça ne plonge pas dans un marasme de, ça va pas, on s'en sort pas et cetera. Donc c'est quelque chose d'un petit peu délicat à gérer, vous voyez? Il faut trouver le moyen à la fois que on se sente libre de dire ce qui va pas, pour qu'il y ait un vrai échange, mais qu'en même temps, on ne soit pas que sur de ce qui va pas. Donc, bah, évidemment, il y a des techniques, hein, pousser à dire, plusieurs positifs avant de pouvoir dire un négatif, avoir préparé déjà des questions qui orientent vers du positif, et cetera, et cetera. Nécessite souvent un plan B, bah, oui, c'est-à-dire si vous aviez prévu que les gens échangent, que ce soit intéressant et puis qu'en fait c'est compliqué et que personne ne parle, bah, vous allez pas rester là à rien faire. Donc il faut avoir prévu, autre chose, pour remplacer donc, ça risque de faire un peu plus de travail, quoi. Et bien voilà, j'ai terminé sur, cette, 2e partie. Donc vous voyez que dans la majorité, les règles qui font une bonne ou une bonne ou une mauvaise méthode pédagogique, sans vouloir faire de sketch, sont à peu près les mêmes, en fait. À part pour le ludique où ça change fondamentalement à cause de la difficulté, en fait, de faire du vrai ludique dans un LMS. Sinon les règles restent à peu près les mêmes et les points d'attention, restent à peu près les mêmes. Heu et ben avant de vous présenter un peu les prochains webinaires, je vais voir si éventuellement il y a des questions. Bah, tiens, il y en a une de PCA où j'ai pas répondu. Donc en présentiel, je n'ai pas 6 salles, non, c'est compliqué, dans ma vie de formateur, quand j'avais entre guillemets «du confort» et les moyens, j'essayais d'obtenir une ou 2 sous-salles, dans lesquelles on pouvait aller pour faire les exercices et cetera. Donc parfois j'arrivais à les obtenir et si je les avais pas, bah, je faisais comme je pouvais. Heu notamment, je me suis aperçu que parfois je préférais faire
plusieurs groupes dans la même salle et tant pis si ça faisait du bruit et que c'était un peu inconfortable, plutôt que de faire un seul groupe. Donc bon, bah, ça peut être compliqué, hein, parfois, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment dérangées par le brouhaha, par le bruit ambiant et cetera. Heu, mais j'avoue que j'avais tendance à préférer faire 3 groupes, quitte à qu'il y ait du bruit et qu'ils se dérangent un peu les uns les autres, plutôt qu'un seul groupe, avec bien sûr une attention à revenir quand même, à des moments tous ensemble justement pour, refocaliser le système. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, apparemment non. J'espère qu'il y a pas trop de lag au niveau du chat. Et bah, écoutez, parfait. Je vous présente juste très rapidement nos prochains webinaires, pardon. Donc, le 16 décembre, on a un webinaire sur le micro-learning, notamment avec des vidéos, en partenariat avec une des personnes avec qui on aime bien travailler, StoryFox, qui ont un super outil de création de vidéos rapides, qui peuvent permettre justement de créer cette variété, de pas être que sur du texte et des PDF avec quelques images. Donc ouais, ça sera le 16 décembre. Heu et puis le 20 janvier, et bah, c'est la partie 3 de ce que vous venez de suivre, voilà, où on va parler de la différence entre pédagogie et andragogie. Donc, en quoi c'est différent, il faut de s'adresser à des adultes professionnels par rapport à des élèves étudiants et comment il faut adapter ça, notamment sur la construction du groupe, et cetera. Eh bien, merci Tiffaine. Merci à tous, bonne continuation dans votre journée et à très bientôt. Au revoir.